4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 61e numéro de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016 au mois d'août 2009. Au programme, le booking complet du 8e mois de l'année avec non pas 4 mais 5 shows, puisque vous le savez c'est un mois de pay-per-view. Lors du dernier dimanche donc de ce mois d'août, en toute fin de l'été, il y aura AEW Bash at the Beach, un pay-per-view de 2 heures où tous les titres seront remis en jeu, et forcément on va profiter de ces 4 dernières semaines pour peaufiner bien évidemment les rivalités que l'on va porter à l'écran lors du prochain pay-per-view, semer les dernières petites graines avant bien sûr l'événement principal de cette fin d'été. Je profite de ce début de vidéo bien sûr aussi pour m'excuser auprès de vous, chers adeptes de TEW, et bien de cet écart de temps assez abyssal entre l'épisode numéro 60 et l'épisode numéro 61. Épisode 61 que je tourne là à toute fin de ce mois de mai, mais qu'il faut encore que je monte. Je ne sais vraiment pas quand j'aurai le temps de vous le proposer à l'écran. J'ai été pendant 3 semaines absent, loin de la maison. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis encore en déplacement. Pour ceux qui sont un peu regardants, vous aurez peut-être remarqué que le décor derrière moi a un petit peu changé, mais là j'ai un peu de temps à consacrer à la chaîne et bien sûr à vous, chers adeptes de TEW, et on va essayer bien évidemment d'être un petit peu plus régulier dans les prochaines semaines quand je reviendrai tranquillement à la casa. On s'était laissé lors du dernier numéro il y a plus d'un mois sur un Chris Benoit qui avait battu Scott Steiner dans le main event, histoire de reprendre un petit peu de momentum. Chris Benoit qui est, on le rappelle, en rivalité avec Kevin Nash autour du titre de la All Elite Wrestling, le championnat mondial de notre fédération de l'élite. Chris Benoit qui avait perdu face à Kevin Nash dans un match où il y avait eu énormément d'interventions. Chris Benoit qui a repris du momentum lors du dernier numéro face à Scott Steiner. On sait aussi que Lacey a remporté sa pseudo-rivalité face à Michelle McCool, ancienne championne TBS, qui va partir en congé de maternité. On espère la retrouver dans quelques mois en très bonne forme. Et puis on sait aussi qu'il y aura la suite et la fin, bien évidemment, du tournoi pour couronner un aspirant numéro 1 au titre TNT détenu par Katsushika Okada, le japonais, qui pour affronter Travis Fimmel en finale de ce tournoi. Et bien ce sera bien sûr une réponse auquel on va avoir très bientôt, puisque oui, il y aura ce fameux match entre Jon Moxley et Tyler Black pour savoir qui va prendre le spot de la finale et affronter Travis Fimmel pour obtenir une opportunité au titre secondaire de la fédération. On va pas plus perdre de temps que cela, on va tout de suite s'intéresser aux choses sérieuses, le booking de ce show, se rendre dans les backstage d'AEW Dynamite avec pas mal de personnes qui sont en time off, notamment Bryan Danielson et Tommaso Ciampa, et puis Joe Briscoe, on le rappelle, qui comme Bryan Danielson a envie de se lancer au MMA. Et bien écoutez, grand bien lui fasse. Allez, c'est parti pour les locker room incidents. A priori ça va être des locker room incidents positifs, puisque Terry Funk passe des tips à James Keenan et à Jon Moxley. Apparemment il lui passe des tips au microphone. Pourquoi pas, ça pourrait l'aider. Pour Jon Moxley, c'est plus de la psychologie. Bien écoutez, merci monsieur Terry Funk, on s'en va booker le show sur ces bonnes nouvelles. Eme Newson Arena, 6906 pèlerins, c'est donc le lieu, l'arena de notre premier Dynamite du mois d'août 2009, et on démarre fort très fort avec un 79 de rating et un match appliquant Jon Moxley face à Tyler Black face à Jon Moxley, dernière demi-finale du tournoi pour couronner, on le rappelle, un aspirant numéro 1 au titre TNT détenu par Katsushika
Katsushika Okada qui pour affronter en finale Travis Fimmel, tombeur, on le rappelle, de Cody Rhodes au tour précédent. John Moxley, Tyler Black, vous connaissez l'histoire, elle est très épicée, très pimentée, et il y aura eu énormément d'interventions dans ce match avec une grande hit et du bon catch, des performances énormes, vous le voyez, 73 de performance in-ring de John Moxley, 63 de Tyler Black qui est apparemment dans un mauvais jour, une énorme chemistry entre les deux, que ce soit lorsqu'ils font équipe ou lorsqu'ils s'affrontent en mano à mano. Tyler Black va défaire l'ami John Moxley après 13 minutes 28 de combat avec le God Last Gift et des distractions en veux-tu en voilà de Claudio Castagnoli sur sa personne, de Bobby Roode, de Kevin Nash. Chris Benoit est venu rééquilibrer les débats en s'attaquant à Tyler Black, en faisant fuir également Kevin Nash, mais rien n'aura pu changer finalement l'inévitable. Tyler Black va bien évidemment battre John Moxley parce qu'il était en supériorité numérique et se qualifier pour la finale du tournoi et bien évidemment affronter Travis Fimmel pour possiblement un spot face à Katsushika Okada et son titre TNT. Voilà, la storyline TNT Worldwide avance, gagne de la hit, et la storyline Chris Benoit Kevin Nash avance grâce à ce segment. Derrière, on retrouve à l'issue de ce match Rena Amero qui est accompagné de Travis Fimmel et de Maryse. Travis Fimmel, forcément, il a vu la victoire de Tyler Black, il a vu comment ce dernier avait réussi à s'imposer, et Travis Fimmel, il se pose quand même pas mal de questions lors de son affrontement prochain face à Tyler Black. Ça sera évidemment pas clean et forcément il va être en infériorité numérique, et puis surtout il va demander à Maryse de rester loin des débats parce que il a un peu peur aussi pour sa sécurité. Mike Mizanin, qui avait voulu faire preuve de sportsmanship, on s'en souvient, il y a quelques semaines, va proposer son aide à Travis Fimmel pour couvrir ses arrières, bien sûr, en vue de son prochain match face à Tyler Black. Seulement Maryse va s'interposer, il va clairement lui dire que on n'a pas besoin de lui, que sa présence n'est absolument pas voulue proche de Travis Fimmel. Travis Fimmel qui va encore une fois prendre parti de Maryse, mais on sent que Travis Fimmel il est aussi titillé et tiraillé un peu par cette envie peut-être de faire un pas avec son ex-partenaire, Mike Mizanin. On ne saura pas plus. 63 de rating. Mike Mizanin a proposé son aide, refusée par Maryse. La performance de Travis Fimmel a été fantastique. Il a fait un job incroyable. Voilà. Bon, fabuleux. Voilà. Travis Fimmel dans toute sa splendeur. Derrière, Lisa Marie Varon va affronter Gail Kim. 63 de rating, match plutôt correct, on va pas se le cacher, décent match. 7 minutes 48 de combat, victoire de Lisa Marie Varon. Parce qu'il faut pas déconner, face à Gail Kim. Victoire avec le Widow Pick. 63 donc de performance globale. Performance de 63 notamment pour Lisa Marie Varon et de 44 pour Gail Kim, qui réalise quand même un match plutôt solide. D'ailleurs, énorme chemistry entre les deux filles. À l'issue de cette victoire de Lisa Marie Varon, et ça fait 72, ah là là, les filles qui sont en train de péter clairement les scores, Lisa Marie Varon va forcément alpaguer Rebecca Knox et va lui demander son rematch, parce qu'on le rappelle, la dernière fois qu'elle a affronté Rebecca Knox pour le titre, il y a eu une intervention botchée de l'ami Lacey qui avait coûté à Lisa Marie Varon possiblement le titre. Rebecca Knox va bien évidemment répondre favorablement à Lisa Marie Varon parce que c'est une compétitrice, mais c'est vrai qu'elle aurait aimé que cette compétitrice qui se dit quand même être une tough woman, arrête peut-être de pleurer, parce que quelque part, elle fait pas mal son Calimero ces dernières semaines, et ça va beaucoup embêter Rebecca Knox de revoir Lisa Marie Varon dans les prochaines semaines, à nouveau pleurer quand elle aura perdu son nouvelle opportunité face à Rebecca Knox, parce que Rebecca Knox, on le sait, c'est une championne combative, une fighting champion, une face, mais elle est aussi très badass, et elle n'en a aucunement peur de Lisa Marie Varon. Voilà, et l'affronter clairement, et c'est le cadet de ses soucis. Lisa Marie Varon, ça ne lui fait pas plus peur que ça. Rebecca Knox, elle est confiante et sûre de sa force. Et puis le match, bien évidemment, interviendra dans les prochaines semaines, vous le savez. Derrière, Rami CBI face à Ken Anderson. Oui, après la coupure publicitaire, on retrouve Rami CBI, anciennement le générico, désormais avec son vrai nom et son vrai visage, qui affronte Ken Anderson. Voilà, match décent, Rami CBI qui va bien sûr battre Ken Anderson, un VIP folle avec le Brand Basta. Fabuleuse performance de Rami CBI qui fait un 78, le mec a passé un cap. 34 pour Ken Anderson. Voilà, quand même, ça a de la gueule. À l'issue de ce match, voilà, on explose le score. Colt Cabana qui va féliciter Rami CBI, bien sûr, il est accompagné de Terry Funk qui l'aide beaucoup dans ce segment, c'est mentionné. Colt Cabana va
donner une opportunité à Rami Sebeyi la semaine prochaine pour le titre intercontinental parce qu'il juge que Rami Sebeyi ces dernières semaines a fait ses preuves, qu'il a du momentum et forcément il a le sourire aux lèvres rien que de pouvoir penser à ce dream match qu'ils vont avoir là bientôt, là il va falloir encore attendre 7 jours, magnifique Colt Cabana, Rami Sebeyi, ça se serre la main, ça se fait un hug et ça fait 82 et c'est parfait, voilà, Rami Sebeyi, super performance, même si sa gimmick style un petit peu, peut-être la tweaker. Derrière, Doug Williams prend le micro, il est au centre du ring et Doug Williams va nous parler de cette victoire dans ce multi-man match, bien sûr, tag team, qui a eu lieu lors du dernier épisode, lors du dernier show de la dernière vidéo sur TEW, l'épisode numéro 60, il y a plus d'un mois. Ah là, qu'est-ce qui se passe? Et Doug Williams va tout simplement parler de sa victoire qu'il a cherché brillamment en épinglant Nick Nemeth au centre du ring. Il en fait des caisses, il a des photos de lui durant ce match-là, ah là là, et puis sur chacune des photos qu'il présente à la foule, en poster géant, il y va de son petit commentaire, le public se fout de sa gueule et Samoa Joe, ça l'amuse bien, et puis il a bien compris que s'il pouvait quelque part se payer aussi la tête de Doug Williams, ça fera encore un peu plus plaisir au public. Samoa Joe va venir le titiller en lui disant ah, qu'est-ce qui se passe, t'as gagné un match, c'est le premier depuis je sais pas combien de temps, ça y est, t'es en train de péter un plomb, qu'est-ce qu'il y a? Enfin je veux dire, cette victoire, c'est quoi? C'est un jour de fête nationale désormais en Angleterre, et Samoa Joe qui va se payer encore un peu plus la gueule de Doug Williams, qui va lui défoncer ses photos en format géant, voilà, une à une, il va les casser avec son genou, Doug Williams qui va s'énerver, qui va se rouler par terre à la manière d'un Joe Dalton et qui va amener et demander à rappliquer, eh bien ces acolytes de la UK Alliance, voilà, qui vont tout de suite, après ce segment qui fait 81, eh bien rappliquer pour affronter Samoa Joe. Bon, bah vous imaginez bien que Drew Galloway et Sheamus, ils vont se prendre une branlée face à Samoa Joe, 8 minutes 31, Samoa Joe qui défait Sheamus via soumission avec le Coquina Clutch. Il y avait lors de ce match, bien sûr, l'ami de Williams présent à la table des commentateurs, 84 de rating, performance globale pour Samoa Joe, 25 pour Sheamus et 32 pour Drew Galloway. Voilà, Samoa Joe qui prend du momentum, qui va encore plus énerver forcément Doug Williams, vous l'imaginez. Et enfin le main event, parce que ce main event on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est le match de championnat par équipe. Lane Wildcard face aux Gentlemen pour le titre par équipe de la All Elite Wrestling. Et attention, pas d'intervention durant ce match. Parce que oui, Paul Heyman, quand il a vu Tyler Black et toute la clique, finalement intervenir durant justement ce match entre Tyler Black et Jon Moxley, eh ben, il a banni tout le monde du ringside. Voilà. Et si intervention il y avait, eh bien les Gentlemen perdaient le titre. 86 de rating, match exceptionnel, vous voyez les performances. Bon, Bobby Roode est un peu à la traîne avec un 168. Steve James avec un 66, c'est pareil. Mais derrière, on a Claudio Castagnoli avec un 74. On a BG James avec un 85. Superbe match qui aura duré exactement 18 minutes 46. Énorme en termes de durée, énorme en termes de rating. Les New Age Orclands vont perdre face aux Gentlemen. Et les Gentlemen vont conserver leur ceinture avec un Claudio Castagnoli qui va défaire Kip James au centre du ring avec le Rico la bombe. Les Gentlemen font donc leur 6ème défense du titre par équipe et sont les toujours champions du monde. Voilà. Les New Age Orclands n'auront pas réussi à battre cette équipe de Hill qui décidément trust la première place et le haut de l'affiche dans la division par équipe est 82 de rating et on améliore notre popularité dans les 17 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le beau profil de Rick Steiner qu'on a bien évidemment présent du côté de la fédération. Alors que là j'ai un appel, décidément on n'est jamais tranquille, même quand vous êtes un peu off, vous avez toujours des cons pour vous appeler. En plus je connais pas ce numéro, je sais pas ce qu'ils me veulent, bref. C'est pas grave, il laissera un message le monsieur. Derrière, donc très bien. On va faire un petit tour, forcément, vous imaginez, sur le TV rating 2.96, alors que Beji nous donne son avis sur Mike Mizani, il nous dit que le garçon ne connecte pas assez avec les fans. Bon, 2.96 de TV rating, qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, ça donne qu'on fait 2 223 000 viewers, ce qui est un petit peu mieux que la semaine passée. En même temps, on fait quand même 1000 moins de mieux, c'est très très bien. On espère qu'on aura autant de réussite. Pour le show suivant, vous le savez, on se retrouve directement dans les backstage pour traiter d'incidents s'il y en a, peut-être directement pour le prochain show. Si des incidents, il n'y a pas, et puis s'il y a la formation croustillante, vous le savez, je vous tiens au courant, bien sûr, je ne vous cache rien, ou presque. Tiens, Drew Galloway qui me demande une augmentation de sa casque. Drew Galloway qui est membre, on le rappelle, de la UK Alliance qui est dirigée de main de maître et de main de fer, surtout par l'ami Doug Williams. Il est apparemment payé 360 $ par apparence, moins que les 780 qu'il vaut. Alors, je ne vais pas lui donner
une full pay rise, 75% je pense que ça ira déjà bien, soit 315$ d'augmentation. Généralement quand tu vas voir ton patron et que tu prends 315$ d'augmentation, même pas par mois mais par apparence, c'est déjà quand même plutôt costaud. À nouveau, ONE Enyusen Arena 7332 pèlerins pour le deuxième Dynamite du mois d'août 2009. Nous sommes bien évidemment dans le Midwest, la région où on est le plus populaire, et nous démarrons avec un énorme 86 de rating qui implique bien des protagonistes bien connus. On démarre avec les Gentlemen au complet, Kevin Nash qui prend le micro, qui est accompagné de Bobby Roode, Claudio Castagnoli, les champions par équipe, et de Tyler Black, et oui, on le rappelle, qui est qualifié pour la finale du tournoi pour couronner un nouvel aspirant numéro 1 en titre TNT, finale qui aura lieu un petit peu plus tard dans le show face à l'ami Travis Hummel. Kevin Nash, il est très fier, bien sûr, de ses protégés, Bobby Roode, Claudio Castagnoli, qui sont toujours champions par équipe, et Tyler Black qualifié pour la finale et qui sera à la fin de cette soirée le futur challenger numéro 1 au titre TNT détenu par Katsushika Okada. Et forcément, le temps est compté désormais à ce moment-là pour le japonais en tant que champion secondaire de la fédération. Kevin Nash qu'on fait des tonnes, et il va être coupé par Chris Benoit. Chris Benoit qui a monté dans le ring, il se démonte pas, pourtant il est en infériorité numérique, et Chris Benoit, il demande à Kevin Nash quel genre de champion il est réellement, quel genre d'homme est-il réellement dans un ring. Est-ce que il va quelque part copier ce qu'a fait Tyler Black, c'est-à-dire gagner avec énormément d'interventions extérieures en Trafalgar, ou alors est-ce qu'il va gagner comme Bobby Roode et Claudio Castagnoli qui ont réussi, à la surprise générale, à conserver leur ceinture face au New Age Orlando, BG et Keith James dans un match où tout le monde était banni ringside. Et Chris Benoit, il a quand même une petite idée sur la question. Il remontre ce qu'il s'est passé lors de leur précédent affrontement, lorsque Kevin Nash avait battu Chris Benoit dans le match pour le championnat mondial de la fédération où il y avait eu diverses interventions. Et Kevin Nash, quand Chris Benoit sous-entend qu'il a besoin d'interventions extérieures et que ce n'est pas véritablement un champion pur, qui ne gagne pas véritablement ses matchs de la meilleure des manières, ça lui fait péter un plomb. Parce que Kevin Nash, il ne veut pas qu'on remette en cause sa domination. Et Chris Benoit, le voyant énervé, lui dit écoute, t'as l'air d'avoir les nerfs, ça tombe bien, ce soir, on est prévu, toi et moi, dans un match par équipe, trouve-toi un partenaire, je ferai de même de mon côté. 86 de rating, Tyler Black qui apparemment stagne un petit peu, qui a paru comme tel aux yeux du public, Chris Benoit qui a super bien improvisé, la storyline avance, gagne de hit, ah là là, quel bonheur. Rebecca Knox face à Lisa Marie Varon. Lisa Marie Varon qui a son rematch, Rebecca Knox qui lui donne sa nouvelle opportunité pour le championnat mondial féminin. Un match qui nous fait un 64, on aurait peut-être pu aller au-delà de ce 64 de rating, mais les performances sont pas top. Rebecca Knox est à 54, 59 pour Lisa Marie Varon. Bon, on aurait pu s'attendre à mieux. Match décent malgré tout, 13 minutes 49, on a laissé du temps, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Et Rebecca Knox va remporter la victoire, battant clean Lisa Marie Varon avec un explodeur souplex. Défense numéro 6 du championnat mondial féminin. Voilà, superbe. Et à l'issue de ce match, Rebecca Knox va célébrer. Vous l'imaginez, communier avec le public. Et là, elle va se retrouver face à Jetta. Jetta qui fait son retour au sein de la fédération, au sein de la All Elite Wrestling. Elle qu'on n'avait plus vue depuis un bon petit moment. Jetta qui, on rappelle, est une double championne du monde féminine de la fédération, une britannique, tout comme Rebecca Knox. Et Jetta va tout simplement congratuler Rebecca Knox, lui faire un hug. Rebecca Knox, elle est assez surprise de voir Jetta. On sent qu'elle perd un peu ses moyens devant Jetta. Peut-être a-t-elle été inspirée par cette femme qui est de la même génération qu'elle. Voilà, Jetta qui congratule Rebecca Knox, et puis voilà, ça se passe bien, super, belle défense de titre, et puis au moment où on s'y attend le moins, Rebecca Knox va se faire attaquer dans le dos par Jetta, qui va l'attaquer, lui assigner un énorme lariat derrière la tête, et derrière elle va l'attaquer à coups de chaise, et lui porter son finisher sur une chaise. Bref, Jetta n'est pas venue pour se faire des amis, elle a un regard très dur sur Rebecca Knox qui est face contre terre, Jetta qui surprend tout le monde et qui se fait, vous l'imaginez, très hué par le public parce que ils aiment bien Rebecca Knox. Jetta, pourquoi a-t-elle attaqué Rebecca Knox? C'est assez incompréhensible, tout le monde se regarde un petit peu médusé. On aura peut-être des explications un petit peu plus tard dans l'épisode. Non, absolument pas.
Travis Fimmel face à Tyler Black. Et bah écoute, ça fait un 77 de rating, et au vu des performances in-ring des deux garçons, qui sont quand même de 66, hein, c'est pas top top top, on va quand même largement s'en contenter. Match avec une grande 8, du bon catch. Vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup d'interventions, bah oui, on pouvait s'y attendre. Tyler Black, il est épaulé par Bobby Roode, il est épaulé par Claudio Castagnoli qui sont intervenus dans le match. Travis Fimmel n'avait personne à ses côtés puisque Maryse a refusé l'intervention de Mike Mizanin et que Mike Mizanin prenne part quelque part à ce combat aux abords du ring, et Tyler Black va défaire Travis Fimmel parce que Maryse s'est retrouvée isolée, elle a eu peur à un moment donné forcément. Vous l'imaginez, des vieux démons qui sont revenus ressurgir dans son esprit. Tyler Black qui défait Travis Fimmel en 13 minutes 20 via pinfall avec le cross-screw 450 splash après la distraction de Bobby Roode, de Claudio Castagnoli. Tyler Black est donc le nouveau challenger numéro 1 au titre de Katsushika Okada. Voilà, Tyler Black, peut-être futur champion TNT. Ah, 77 de rating, ça fait le taf. Et à l'issue de ce match, ça fait un 80. Claudio Castagnoli va, avec Bobby Roode et Tyler Black, continuer à attaquer Travis Fimmel. Maryse qui essaye d'intervenir, mais elle ne peut pas faire grand-chose. Forcément, vous imaginez que Claudio Castagnoli, Bobby Roode, Tyler Black qui se délectent de ce spectacle. Et là, from nowhere, on a Mike Mizanin qui descend du public et qui arrive avec des barres de fer pour essayer de faire fuir Claudio Castagnoli et Bobby Roode. Il va tabasser Bobby Roode, il va lui faire passer un sale quart d'heure pendant que Claudio Castagnoli et Tyler Black se barrent. Bref, Mike Mizanin est intervenu et Mike Mizanin a aidé Travis Fimmel malgré les réticences et surtout le fait que Maryse n'était pas forcément très chaude à ses idées. Mike Mizanin va bien sûr sauver son pote et va le relever, et il va y avoir un hug, un long moment où ils vont se regarder et derrière il va y avoir un hug en face de Maryse, Maryse qui va être entre les deux et Maryse qui va regarder la scène pas forcément des plus ravis, et ce qui marque à mon sens très clairement le face turn de l'ami Mike Mizanin. Voilà, magnifique, à un moment donné il faut quand même pas déconner. Derrière, on retrouve Reina Mero, Lacey, hein, dans les backstage après une coupure publicitaire, et Reina Mero revient sur les propos de Reign qui voulait affronter Lacey parce que Reign était l'ancienne, on le rappelle, visage de la division féminine de Rampage. Aujourd'hui, Lacey se dit, s'autoproclame finalement le visage de ce championnat TBS, et forcément, on sait qu'il y a une histoire, hein, Namero revient dessus, et est-ce que Lacey va laisser Reign avoir une opportunité? Et bah, Lacey pas du tout. Hein. Dans sa tête, Reign ne mérite absolument pas son opportunité au titre. Et Reign va venir confronter Lacey. Il y a beaucoup de choses entre ces deux filles-là. Reign revient sur leur passé, de meilleurs amis, avant l'arrivée de Lacey du côté de la EW, qui a été jalouse de Reign, de sa réussite, du fait qu'elle devienne la première championne, enfin pas la première championne TBS, mais qu'elle devienne championne TBS avant elle, qu'il ait toujours les opportunités avant elle. Et Reign, aujourd'hui, il se dit que ça pourrait peut-être être une bonne idée de donner aux gens quelque part un petit goût de ce qui s'était passé il y a quelques mois de cela, quelques années, sachant en plus que Reign n'a jamais eu son rematch lorsque Lacey l'a battu. Pour le titre TBS, elle n'a jamais obtenu son rematch. Et c'est peut-être l'occasion aussi de lui donner. Voilà, peut-être un point important pour Reign. Ça fait 62 rating, ça vaut ce que ça vaut. C'est une rivalité autour du titre TBS, on n'a même pas fait une storyline. Derrière, retour de pub, et on retrouve dans le ring Colt Cabana et Rami CBI qui sont prêts à s'affronter. L'arbitre est à deux doigts de sonner la cloche pour ce match de championnat intercontinental. Sauf qu'eh bien, on va retrouver Ted DiBiase Senior, le Million Dollar Man et sa progéniture qui vont quelque part couper les hostilités, puisque oui, pour Ted DiBiase Jr. et son père, le Million Dollar Man, Rami CBI ne mérite absolument pas son opportunité au titre. Et Ted DiBiase Jr. juge indécent le fait qu'un mec comme Rami CBI puisse avoir une opportunité pour le titre intercontinental que Ted DiBiase Jr. a porté fièrement. Il est le plus grand champion intercontinental de l'histoire de la All Elite Wrestling selon ses dires, et ça l'emmerde qu'un loser comme Rami CBI puisse avoir une opportunité à un titre aussi prestigieux, puisque oui, Ted DiBiase Jr. a apporté du prestige à cette ceinture, et Colt Cabana, avec ses mauvais choix d'opposants et de challengers, est en train de tuer le prestige qu'il avait apporté cette ceinture. Enfin bref, et Rami CBI, à l'entente des propos de Ted DiBiase Jr., va tiquer un peu et va interpeller Ted DiBiase Jr. en lui disant que s'il pense qu'il mérite une opportunité plus que lui, eh bien il faut qu'il le prouve dans le ring et qu'il l'affronte ce soir et qu'il le batte en lui arrivant les épaules 1, 2, 3.
Voilà, 72 de rating. Et le match suit derrière Rami CBI face à Ted DiBiase Jr. Rami CBI, Ted DiBiase Jr. 11 minutes de combat, format TV avec des performances descentes de Ted DiBiase Jr. qui est à 53, 71 pour Rami CBI. Victoire bien sûr de Rami CBI en 11 minutes 04 via le Brainbuster tombé 1-2-3. Et forcément, Rami CBI avec cette nouvelle victoire, après celle obtenue face à Ken Anderson la semaine dernière, est de nouveau clairement légitime. En tout cas, ça ne fait plus aucun doute dans mon esprit, et surtout dans l'esprit de Colt Cabana, pour obtenir un match de championnat intercontinental. Et Ted DiBiase Jr. à la niche, voilà, on reverra peut-être un petit peu plus tard dans cet épisode. Derrière, petit segment sex appeal de la soirée, Angel Williams qui fait un petit striptease, c'est sympathique, on agite le popotin, on montre les attributs, avant le main event et ce match 2 contre 2, Kevin Nash, Chris Benoit qui vont faire bien sûr équipe avec des partenaires pour l'instant pas révélés, et on espère que ça va donner un match de qualité, ça fait un 82 de rating. Kevin Nash qui fait équipe avec Doug Williams et Chris Benoit, tiens, qui fait équipe avec Samoa Joe. Et match fantastique, ah oui, en termes de hit, grand catch, vous l'imaginez, 82 de rating, des performances de 69 de Doug Williams, Kevin Nash 61, c'est toujours pourri, mais on sait aussi qu'il est blessé, hein, là, il est un peu ralenti par ses blessures. 84 pour Samoa Joe, 79 pour Chris Benoit. La storyline Chris Benoit, Kevin Nash avance. La storyline Samoa Joe contre les UK, la UK Alliance, ça gagne de la hit, bien sûr, 82 de rating en global. Match qui aura duré 15 minutes 50, un gros quart d'heure de combat qui va voir la victoire des Faces Chris Benoit et Samoa Joe quand Chris Benoit va défaire, tenez-vous bien, Kevin Nash via soumission avec le sharp shooter Chris Benoit qui fait taper le champion Kevin Nash qui paraissait tellement intouchable. Et bien Chris Benoit vient de river les épaules de Kevin Nash, enfin river les épaules, en tout cas de le faire taper, et ça fait 82 de rating, victoire de Chris Benoit qui prend un peu plus de momentum et peut-être un ascendant psychologique sur Kevin Nash. 81 de rating, écoutez, on améliore la popularité dans les 17 régions où nous sommes diffusés. Que demande le peuple alors qu'on a le beau profil de Sanjay Dutt, que vous pouvez voir bien sûr de manière assez régulière du côté de l'AEW, qui a débuté en 2000 d'ailleurs, voilà, un grand pote de Genital. On le sait, que ce soit sur les écrans ou en dehors d'ailleurs. TV rating de 2.91, est-ce qu'on n'a pas fait un meilleur TV rating que la semaine dernière? Non, 2.96 la semaine dernière, on fait 2 223 000, là on fait 2 186 000. Bon, écoutez, on perd un point par rapport au show rating de la semaine dernière, mais on est toujours au-dessus des 80, et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Pour celles et ceux que ça intéresse, la WWE a tenu ce week-end dans le jeu son pay-per-view SummerSlam du côté du NJ Izod Center dans la Tri-State, 20 213 personnes, c'est la out à 2.28 en pay-per-view, 1 140 000 personnes qui ont acheté le show sur les différentes plateformes, bien sûr, que la WWE propose pour sa diffusion, et on a fait un énorme 83 de rating hein, pour la WWE, ça déconne pas, avec dans le main event Eddie Guerrero et Vitamin C. Apparemment ce sont Christian et l'ami Chris Jericho qui ont défait bien sûr l'équipe de Eddie Guerrero, Steve Corino et de Randy Orton. Randy Orton est-il toujours d'ailleurs champion du monde de la fédération? Il est champion du monde, mais a priori il n'a pas remis son titre en jeu. Il faut savoir qu'Orlando Jordan a défait Mark Henry pour le titre US. Ça fait 61, c'est te dire à quel point c'est pas extraordinaire. L'Undertaker a remis en jeu son titre de champion WWE face à Rey Mysterio, mais apparemment il s'est blessé. L'ami Mark Galloway, j'ai eu l'information, je vous la relais. Bref, un show plutôt intéressant avec un gros main event à 88. Écoutez, c'est plutôt intéressant. On a eu aussi Alexis Leray qui a battu Christian, Alexis Leray qui, on le rappelle, Mickey James, pour retenir le championnat féminin, et ça fait un 64. Voilà, on est à peu près dans les mêmes eaux aussi du côté de notre All Elite Wrestling. Nous sommes au NJ Jadweed Gymnasium dans la Tri-State devant 6229 pèlerins pour le 3e AEW Dynamite du mois d'août 2009, et nous démarrons avec un match féminin, oui, du catch pour débuter les hostilités. Jetta qui va faire face dans un match handicap à Lizzie Valentine et Daphne. Vous imaginez que sur le papier ça a tout du squash très basique, et dans les faits c'est aussi le cas, puisque dans un match pauvre, Jetta va disposer en moins de 6 minutes de Lizzie Valentine et de Daphne, avec un match qui va se terminer via l'arrêt de l'arbitre, puisque Daphne, selon Bryce Reisberg, ne pourra plus continuer le combat. Performance de 75 de Jetta, ouais, la performance qui a sauté aux yeux, 27 seulement de Daphne, et de Lizzie Valentine qui termine avec un 30
2. Jetta, victoire très impactante de cette dernière. À l'issue de la rencontre, Jetta va bien évidemment célébrer sa victoire parce que Jetta, dans notre All Elite Wrestling, est toujours une favorite de la foule. Sauf que le public a toujours en mémoire ce qui s'est passé la semaine dernière, cette attaque de Jetta qui avait fait son retour sur Rebecca Knox qui avait baissé un peu la garde. Et le public a toujours un regard médusé devant Jetta qui n'obtient pas une réaction très positive de la foule. Et puis Jetta va s'en aller du ring et puis avant d'avoir mis pied à terre, Rebecca Knox va venir sur la rampe du ring avec cette musique d'entrée qui retentit, ceinture sur l'épaule, et Rebecca Knox va confronter dans le ring Jetta. Long échange de regards entre les deux Britanniques. Rebecca Knox qui avait baissé un peu la garde la semaine dernière, qui avait un regard plein d'admiration face à Jetta, parce que Britannique comme elle, voilà, des filles de l'Europe qui sont venues aux États-Unis, filles de la même génération qu'elle, elles ont le même âge, qui est devenue championne avant elle à l'All Elite Wrestling, qui a peut-être été une source d'inspiration. Là, le regard de Rebecca Knox est très dur, on sent qu'elle veut tuer Jetta et ça fait plaisir à Jetta. Il y a un sourire qui se dessine sur son visage parce que Jetta, c'est exactement le regard qu'elle aurait voulu que Rebecca Knox lui porte dès son retour la semaine dernière, après des mois et des mois d'absence. Parce que Jetta, même si c'est une fille qui a un passif plutôt de babyface, qui a toujours fait le bien, qui a toujours été une compétitrice à l'image de Rebecca Knox, elle n'est pas là pour faire copine, même si elle respecte beaucoup le travail de Rebecca Knox, elle est là pour reprendre son titre, le titre féminin, et devenir 3 fois championne féminine d'ailleurs. C'est presque déjà acté cette rencontre entre Rebecca Knox et elle et Jetta. Le but de cette attaque, c'était d'énerver Rebecca Knox pour que Rebecca Knox soit à 100% de ses possibilités physiques et surtout 100% motivée mentalement à l'idée de battre Jetta, parce que Jetta veut une Rebecca Knox véritablement à 100% pour ce que lorsqu'elle aura pris le titre à nouveau des mains de Rebecca Knox, il n'y ait absolument pas de contestation possible à son nouveau règne de championne. Voilà, Jetta Rebecca Knox, le regard est très franc, un long échange de regards, on ne parle pas beaucoup, mais cette rivalité, surtout ce match qui est acté plus ou moins pour donc AEW Bash at the Beach, en fait déjà saliver plus d'un. Voilà, 70 de rating, Jetta qui a fait un très très bon boulot, tout au contraire de Rebecca Knox qui a des petites difficultés quand même, on va pas se le cacher, à performer en dehors du script. Alors que la storyline Made in UK commence avec ce segment. Absolument pas. Petit match 4 contre 4, et oui, un 8-man tag avec les Rotten Brothers qui font équipe avec les UK Alliance face aux frères Fatou et aux Young Bucks. Oui, que j'ai décidé de faire revenir un petit peu. Match terrible sur le papier, ça fait 39, c'est dégueulasse. Mais bon, au moins on donne un petit peu aussi d'importance à des garçons que l'on ne montre pas beaucoup à l'écran. Les performances sont de 37 pour Drew Galloway, 29 pour Sheamus. Décidément, ils sont toujours assez médiocres. Yann Rotten fait 45, son frère Axel fait 43. Les frères Fatou font tous les deux 25, comme quoi il y a une communication entre deux jumeaux. Et puis les frères Jackson font 24 et 20. On va dire que c'est pas forcément extraordinaire. Match terrible, on donne la victoire au face après 8 minutes 47 de combat quand Nick Jackson va faire le tomber face à Yann Rotten avec un petit paquet, voilà, un compte rapide. Bon, écoutez, pourquoi pas. Victoire donc des Young Bucks qui font un peu l'upset quelque part, qui n'ont quand même pas beaucoup de victoires au sein de la All Elite Wrestling. Voilà, petit feel good moment pour des garçons qui ne sont pas forcément très cotés. Derrière, Rena Mero est dans les backstage, dans les couloirs de l'arena avec Travis Fimmel et Mike Mizanin, Maryse qui est un peu là en pot de fleurs, un peu à l'écart, pas forcément trop contente d'être là, et Travis Fimmel est très content. Et c'est ce qu'il nous dit d'avoir retrouvé Mike Mizanin pendant des mois, et même des années et des années. C'est vrai qu'ils ont été un petit peu séparés, il y a pas mal de choses qui ont fait que leur équipe a splitté, qu'ils n'étaient plus là l'un pour l'autre, et aujourd'hui Travis Fimmel veut vraiment tirer un trait sur le passé, avec notamment ces différends qu'il a pu avoir avec Mike Mizanin par le passé. Aujourd'hui il est très content d'avoir son meilleur ami à nouveau avec lui, et surtout il se verrait bien prendre les ceintures par équipe. Et oui, Travis Fimmel il a le vent en poupe, il est quand même allé loin dans le tournoi, Mike Mizanin vient juste de faire un face turn, et ce soir, ils ont eu une opportunité, dans un 4 contre 4, en faisant équipe avec Chris Benoit et Katsushika Okada notamment, et bien pourquoi pas de marquer des points face à l'équipe composée de Kevin Nash, voilà, qui fera équipe avec les Gentlemen, et bien sûr Tyler Black. 76 de rating, Red Namero fait un très très bon boulot, tout comme Travis Fimmel et Mike Mizanin. Bon ça convient pas, mais ça convient jamais Mike Mizanin, et toutes les storylines avancent grâce à ce segment, c'est très bien, voilà, magnifique, tout le monde est très content.
Rami Sebeyi face à Colt Cabana pour le championnat intercontinental. Ça y est, ce championnat intercontinental est là, présent, il a bien lieu. Colt Cabana, Rami Sebeyi, c'est quand même un match qui sur le papier a de la gueule et ça fait un 80, un excellent rating, match superbe, des performances de 75 pour Rami Sebeyi, 77 pour Colt Cabana, match superbe qui va durer 10 minutes 38 mais qui va se terminer par double disqualification puisqu'un homme masqué va intervenir dans ce combat, et oui, et donc prononçant du même coup une double disqualification de l'arbitre. Ah oui, il a remis Earl Hebner qui peut pas faire autrement parce que c'est une attaque quand même assez sauvage, bien sûr, sur la personne de Rami Sebeyi et de Colt Cabana, et derrière, le masque va tomber. Et Kevin Steen fait son retour. Kevin Steen fait son retour, porte des finishers, ses finishers sur Colt Cabana et sur Rami Sebeyi. Ils les font passer à travers des tables. Kevin Steen est de retour et détruit son ex-meilleur ami Rami Sebeyi et le champion intercontinental Colt Cabana. Et tout ça à quelques jours du prochain pay-per-view. Kevin Steen qui revient, magnifique. Les gens sont contents, 85 de rating. Voilà, superbe, magnifique. Match au plein milieu de la carte. Après une coupure pub, on retrouve Scott Steiner, Samoa Joe. J'ai mis ça en style The Show, je l'ai filé gratos. Match avec une fantastique lead, du grand catch. 13 minutes 52 de combat, victoire de Samoa Joe, bien sûr, qui défait via pinfall avec le Iceland Driver l'ami Scott Steiner, pour qui on n'a pas beaucoup de plans. Performance de 56 pour Scott Steiner, 86 pour Samoa Joe. Voilà, Scott Steiner, il est pas dans un bon jour, il est fatigué pépère à la fin du match, mais victoire quand même de Samoa Joe, qui voilà, prend encore un peu plus de momentum. Il célèbre bien sûr avec le public, voilà, forcément, parce que Samoa Joe est face, mais il va se faire attaquer derrière dans le dos par Doug Williams, qui va, grâce à un point américain, défoncer la gueule de l'ami Samoa Joe. Il va lui faire pisser le sang un peu à la manière d'un mec de l'UFC. Il est califourchon sur son adversaire, il a frappé la tête, et Samoa Joe qui va terminer dans une mare de sang, célébration derrière de Doug Williams, une image assez choquante, 84 de rating, et Doug Williams qui s'en prend encore une fois physiquement à Samoa Joe. L'histoire n'est pas terminée entre les deux, puis la storyline avance bien sûr avec le segment, vous l'imaginez, c'est logique. Et enfin, le main event qui nous fait seulement un 75 de rating. On aurait pu s'attendre à mieux pour un main event aussi qualitatif. Alors c'est vrai que des 4 contre 4 on n'en fait pas beaucoup, là ça n'a pas forcément fonctionné, mais bon, ça reste quand même une note assez correcte, même si forcément on pouvait s'attendre à passer les 80, peut-être même passer les 85, mais ça reste quand même un match avec une grande hit, du bon catch, et oui, match aussi assez long, on a laissé du temps, 16 minutes 48, des performances de 53 de Mike Mizanin, voilà, performance quand même correcte pour lui, on va pas se cacher. 70 de Travis Simmel qui revient à nouveau à ses standards. Katsushika Okada à 77, Chris Benoit à 84, Tyler Black 68, 72 de Claudio Castagnoli, 70 de Bobby Roode, 58 de Kevin Nash qui est à la ramasse, hein. Heureusement qu'il a sa popularité pour lui, les storylines avancent avec ce segment, et victoire des Faces, voilà, magnifique, avec un Travis Simmel qui va faire le tomber sur Tyler Black, oui, après 16 minutes 48 de combat, il fait son finisher, tombé 1, 2, 3 sur le futur challenger numéro 1 au titre TNT de Katsushika Okada, voilà, victoire donc des Faces, et l'ami Travis Simmel qui marque forcément, vous l'imaginez, des points 75 de rating, on finit le show là-dessus. Écoutez, ça fait un bon 77 de rating, un show un petit peu moins bon que celui de la semaine dernière, mais on augmente quand même de popularité dans les 17 régions où nous sommes diffusés, alors qu'on a le beau profil de CW Anderson, que je ne connais pas, apparemment adepte de la scène indépendante US, et qui a fait aussi des petites tournées au Japon. Voilà, c'est vrai qu'on quand même adepte de ça, hein, souvent du circuit indépendant américain, d'aller faire des tournées au Japon, ça fait partie un petit peu du jeu. Alors 2.78 de TV rating, un petit peu moins que la semaine dernière. Jonathan Fatou, selon Scott Steiner, qui ne connecte pas avec les fans. Non, c'est pas qu'il connecte pas avec les fans, c'est qu'il n'a pas le truc. Voilà, il va peut-être falloir le résilier. Toujours très sympa Scott Steiner lorsqu'il parle des nouvelles recrues, des garçons qui ont besoin d'expérience. Bon, on fait à nouveau un rating global beaucoup moins bon que le premier show. On avait fait 2 223 000, ensuite 2 186 000, là 2 91. Bon, alors c'est vrai qu'on baisse en qualité, mais ça reste quand même correct. On va essayer de redresser la barre, bien sûr, pour le Go Home Show donc, de Bachadovich, avant bien sûr le gros événement, le pay-per-view de notre été, le 3e de l'année. La Dragon Gate qui a fait une offre de contrat à Tommaso Ciampa, la Dragon Gate qui est, on le rappelle, 2e au ranking Size Cult, et oui, juste derrière la WWE qui fait une offre à Tommaso Ciampa, un des garçons
qu'on a en pépère apparence, bien évidemment, en tant que permis cardeur, dont on ne fait plus forcément grand chose, qui est d'ailleurs champion national par équipe à la BBW. Et vous allez voir que l'offre est quand même alléchante à Dragon Gate qui propose un contrat signé de 2 ans à 11 900 $ par mois pour Tommaso Ciampa. Et je vais tout de suite, avec les 10% d'ailleurs par event, une signing bonus aussi, bonus à la signature de 8 925 $, presque 9 000 $. Je vais pas vous cacher qu'on va pas s'aligner sur Tommaso Ciampa. C'est un très bon élément, hein, Tommaso Ciampa. On a construit d'ailleurs des choses intéressantes. C'est quelqu'un à qui on a donné quand même des opportunités, qu'on a fait participer à des rivalités. Après, il n'y avait plus forcément de plan pour lui. Voilà, c'est un bon élément, hein, 81 en basique, 80 en psychologie. C'est quelqu'un qui bon, a quand même un peu de microphone à 66, du charisme à 62. Bon, pas forcément beaucoup de star quality, mais ça pouvait être une bonne main pour la division par équipe. Ça aurait pu être aussi une bonne main, pourquoi pas, pour de la mid-card et essayer de pêcher un peu plus en amont d'autres jeunes. Mais voilà, je vais pas m'aligner 11 000, plus de 11 000 $. Enfin, ça serait pas rentable pour nous. On va laisser partir tranquillement Tommaso Ciampa vers la Dragon Gate et découvrir de nouveaux horizons. Allez, on est parti pour le Go Home Show d'AEW Bash at the Beach. Nous sommes au TX Beaumont Fair Park Coliseum dans le Mitsouf, 6309 pèlerins présents dans les gradins et nous démarrons avec un traditionnel Have a Seat avec Paul Heyman. Vous le savez, avant chaque gros événement, chaque grosse rencontre, chaque match de championnat assez important, il y a toujours cette signature de contrat avec le General Manager présent modérateur face et bien sûr aux deux futurs opposants. Et les deux futurs opposants, c'est bien sûr Kevin Nash et Chris Benoit. Vous le savez, il y a beaucoup de tension entre ces deux garçons qui sont forcément apparus, cette tension au fil des semaines avec les agissements, notamment donc de Kevin Nash à l'encontre de Chris Benoit. Chris Benoit qui revient, on le rappelle, sur l'agissement, le comportement de Kevin Nash lors de son précédent match de championnat. Il avait utilisé, on le rappelle, eh bien, ses acolytes des Gentlemen pour aller gagner ce combat. Chris Benoit qui s'est retrouvé en infériorité numérique malgré la tentative d'intervention de John Moxley pour essayer de rééquilibrer un petit peu les cartes, un Kevin Nash qui se cache beaucoup derrière ses acolytes, qui n'hésite pas non plus à féliciter après des victoires très cheap, Chris Benoit qui prône un catch pur, un catch vraiment compétitif, Kevin Nash qui et pas forcément dans ce registre-là, et d'ailleurs il le dit, Kevin Nash, ce catch pur, il s'en balèque, lui ce qui l'intéresse c'est d'être dominant, c'est d'avoir cette ceinture, et Kevin Nash, ce comportement, ça l'a toujours servi, puisque il est champion de la fédération, et pas Chris Benoit. Mais Chris Benoit rappelle à Kevin Nash, et ça va beaucoup l'énerver, qu'il l'a déjà battu au centre du ring, il l'a fait taper sur une soumission, mais Kevin Nash le dit, le cri, il n'a pas tapé parce qu'il était finalement dans une douleur insoutenable, il a tapé parce qu'il voulait très vite se casser, très vite s'en aller de ce combat qui ne rimait à rien, qui n'avait aucune importance pour lui. Le vrai combat, la vraie importance, c'est de gagner les matchs qui comptent et c'est de gagner ce futur match de championnat qui aura lieu dans quelques jours à Bash at the Beach. Beaucoup de tension entre Kevin Nash et Chris Benoit, mais ça ne deviendra pas physique. On s'en reste à la guerre des mots. Paul Heyman qui a fait un super improvisation durant ce segment, Chris Benoit qui était très bon, et la storyline avance, gagne de la hit, tout va bien. Kevin Steen qui fait son match de retour après avoir attaqué la semaine dernière Colt Cabana et bien sûr son ex-meilleur ami et ex-partenaire avec qui il avait été champion par équipe, Rami CBI. Il fait face à Vito Tommasolli, 7 minutes 27 de combat, Go Driver sur Vito Tommasolli, victoire donc de Kevin Steen qui fait un retour avec beaucoup d'impact, 67 de rating, performance de 72, bon Vito Tommasolli 34, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et derrière, il va être confronté par Colt Cabana, voilà, qui va bien évidemment face to face avec Kevin Steen pour quelque part faire face à celui qui l'a attaqué la semaine dernière et qui est la raison du pourquoi il n'a pas pu aller au bout de son combat face à Rami CBI, pour qui il a beaucoup de considération et pour qui il aurait quand même voulu que ça se termine dans les règles de l'art. Et Kevin Steen, il salue le champion avec un sourire aux lèvres, la très belle ceinture. Dommage que tu remettes en jeu ce titre face à des garçons qui ne méritent pas. C'est vrai que Ted DiBiase Junior, il a raison. Alors lui, il mérite pas plus que Rami CBI, mais quelque part,
il a pas tort sur le fait que tu es en train de faire perdre en prestige cette ceinture. Ici, il essaie de rentrer un peu dans la tête de Colt Cabana en disant bon, quand même, Rami CBI, il n'a pas un record incroyable. Rami CBI, on le rappelle, il n'a pas non plus des très beaux agissements. Il m'a coûté, il y a quelques années de cela, il y a un an, pile d'ailleurs, et il en parle de Bash at the Beach 2008, ce championnat du monde face à Steve Austin, qui était à ce moment-là le champion de la All Elite Wrestling. Il avait intervenu par jalousie, et puis il a perdu aussi une grosse rivalité face à Kevin Steen. À Révolution, plus gros pay-per-view de l'année, le Révolution, le WrestleMania, donc de la All Elite Wrestling, et Kevin Steen, son propos c'est Rami CBI, il aurait jamais dû avoir une opportunité. En revanche, quelqu'un comme moi, comme Kevin Steen, aurait dû avoir un shot au championnat intercontinental. Et Cole Cabana, il est assez d'accord avec Kevin Steen. C'est vrai qu'il a un record, il a du momentum, il a été très impressionnant et il mérite un match de championnat. Mais Cole Cabana, il a promis un match de championnat dans les règles de l'art à Rami CBI et il veut pas en démordre et donc il propose à Kevin Steen un compromis, c'est-à-dire un triple threat match du côté d'AEW Bash at the Beach qui aura lieu dans quelques jours dans notre réalité virtuelle. Kevin Steen, sourire aux lèvres, qui accepte, bien sûr, la proposition de Cole Cabana. Voilà, Cole Cabana qui a très bien improvisé, Kevin Steen qui a été très bon, voilà, magnifique, superbe, et on aura ce triple threat du côté donc du pay-per-view. Derrière, match féminin, Jetta et Rebecca Knox, qui vont être partenaires, certes elles vont pas être copines, elles sont rivales, elles vont s'affronter du côté de Bash at the Beach, mais avant elles vont faire équipe face à Angel Williams et Lacey Van Erich. Match pauvre sur papier, mais ça fait quand même un 62, hein. Performance de 57 de Rebecca Knox, 74 de Jetta qui s'est envolé, 18 de Lacey Van Erich qui est toujours aussi mauvaise, et 28 d'Angel Williams qui peine à passer les 30. Match pauvre, Jetta et Rebecca Knox bien sûr qui vont défaire Angel Williams et Lacey Van Erich, 10 minutes pile de combat, Rebecca Knox qui défait Lacey Van Erich via pinfall avec un explodeur souplex. Voilà. Malgré la supériorité de Jetta dans ce match, Rebecca Knox a fait le tomber et surtout elle toise du regard de Jetta en lui disant voilà, je suis la championne, et d'ailleurs elle brandit cette ceinture bien haut face à Jetta. Voilà, on a été partenaires, t'as vu ce que je suis capable de faire. Maintenant, bonne chance pour me prendre ce titre du côté du pay-per-view. Voilà, un peu ça dans l'idée. 62 de rating, ça reste quand même plutôt assez intéressant. Les Young Bucks qui vont faire face aux Rotten Brothers. Voilà. Un match plus qualitatif que celui de la semaine dernière, match par équipe, les Rotten Brothers qui vont essayer de prendre leur revanche face aux Young Bucks, et bah que nini, les Young Bucks ils vont battre les Rotten Brothers en 7 minutes 30, Matt Jackson va défaire Ian Rotten, la pinfall avec le diving cross-screw cutter, performance de 27 pour Nick, 21 pour Matt, 49 et 46 pour Ian et Axel Rotten. Bon, on a essayé de pusher un peu les Young Bucks, je sais pas trop où ça va nous mener. Victoire des Young Bucks, voilà, des jeunes books qui prennent un peu de momentum, un peu d'exposition, ouais, ça leur fait pas de mal. Renamero, après la Cooper Pub que l'on retrouve dans les backstage, dans les couloirs de l'arène, et interview Travis Hummel et Mike Mizanin, Maryse qui est un peu en retrait, pot de fleurs, mais qui est pas forcément très contente d'être là. Le retour de Mike Mizanin, ça lui plaît pas trop. Hein. Non, pas, ce mec-là, elle le sent pas, elle l'a séquestré pendant 2 semaines. Et voir Travis Hummel, là, qui copain, nous, avec lui, ça l'emmerde beaucoup, Maryse, mais bon. Par amour, elle suit Travis Hummel, bah, bien sûr, par amour, vous imaginez bien, c'est normal. Et Travis Hummel qui nous parle hein, justement de cette victoire dans ce 4 contre 4 qui a eu lieu la semaine dernière, Renamero qui pointe du doigt la possibilité d'avoir un match de championnat, et Travis Hummel nous dit que ils vont devoir mériter cette opportunité, mais que s'ils battent là ce soir dans le main event, eh bien les Steiner Brothers, qui sont des anciens champions par équipe, ils pourraient bien se mettre et possiblement mériter une opportunité au titre, détenue par Claudio Castagnoli et Bobby Roode lors du prochain pay-per-view Batch at the Beach. Voilà. 73 de rating. Le main event est promu aussi. Voilà, c'est plutôt pas mal. Travis Hummel qui a été très bon. Pareil pour Ren Amero. Voilà. Et tout ce beau monde, on le retrouvera dans le main event plus tard dans le show. Voilà. Très bien. Brandon Tomaselli qui fait face à Doug Williams. Match que j'ai mis en storytelling. Voilà, tranquillou. Histoire de donner du momentum à Doug Williams avant le pay-per-view. Il défait Brandon Tomaselli. 10 minutes 41 de combat. Chaos Theory. Performance 69 pour Doug Williams. 58 seulement pour l'ami Brandon Tomaselli. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Derrière, Samoa Joe, qui va alpaguer Doug Williams, et qui va lui dire, mon bonhomme, là je crois que ça suffit. Hein, va falloir arrêter les délires, on va arrêter les frais. Il y a trop longtemps qu'on se tourne autour. La semaine dernière, tu m'as bien cassé la gueule avec un point américain, je te sens violent, je te sens avoir envie de te battre en dehors des règles. Ça tombe bien, moi aussi je suis un mec dangereux, j'aime bien le sang. Et un Iron Man match à Bash at the Beach, ça me dirait bien. Ça me dirait bien de t'avoir dans un match quelque part où tous les coups sont permis, où il n'y a pas de restrictions.
T'as l'air d'être un mec dangereux, tu te vends comme tel. Voyons voir si t'es à la hauteur de toutes ces belles paroles. Samoa Joe, Doug Williams. Ah, bien sûr, c'est acté par Paul Heyman. On voit, c'est affiché sur le Titantron et Doug Williams qui a un petit mouvement de recul parce qu'il sait que Samoa Joe peut lui faire ravaler la monnaie de sa pièce. Voilà. Avec storyline, avance, gagne de la hit, tu m'étonnes avec un segment à 90. Hein. Josh Frankenstein, derrière qui calme un petit peu tout le monde, performance de 58 sur ce striptease, histoire d'avoir un petit segment sex appeal dans la soirée. Avant le main event, qui est risqué, mais je pense qu'on peut dépasser les 75. On fait 78, bien sûr qu'on fait une très bonne note. Les Steiner Brothers face aux Young Wolves, match avec une bonne hit, du descent catch. On a mis un match plutôt court, voilà, 14 minutes, on reste sur un format TV, moins d'un quart d'heure. Bon, écoute, ça vaut ce que ça vaut. Performance de 48 pour Rick Steiner, 76 pour Scott, hein, voilà, 54 pour Mike Lizani et 70 pour Travis Hummel. On fait un 78. La performance en rating général est meilleure que les notes de manière individuelle, ce qui veut dire qu'on a plutôt bien booké l'affaire. Et ça va voir ce match, une victoire des Young Wolves, vous l'imaginez, face aux Steiner Brothers, 13 minutes 56 de combat. Travis Hummel qui défait Rick Steiner via pinfall. Les Young Wolves qui deviennent officiellement, après cette victoire très impactante, les challengers numéro 1 au titre par équipe, détenus par Claudio Castagnoli et Bobby Roode. C'est annoncé par Paul Heyman. Le match s'affiche sur le Titantron. Bref, on aura un match de championnat par équipe qui sent la poudre au prochain pay-per-view. Voilà, et ça nous fait un gros 80 de rating, un énorme go-home show. On améliore notre popularité dans les 17 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le beau profil de Marty Wright, le Bogeyman, bien sûr, du côté de la WWE, qui avait une gimmick assez sympa au milieu des années 2000. Bon, c'était rigolo. Voilà, disons que ça faisait passer du bon temps. C'était pas forcément le truc le plus qualitatif du monde, mais ça restait plutôt assez intéressant. Alors que Rick Steiner a le contrat qui se termine très prochainement, on va le prolonger, je pense, Rick Steiner, un petit peu, pas en Rayton, mais au moins en paix par apparence. Voilà, on va lui donner 1100, on va lui donner 1000 en downside, ça ira très bien, même 999 sur un an. Trajet non couvert, tu te démerdes avec ça. Oui, allez, Fun, TTV Show, allez, si tu veux. Et ça ira très bien pour l'ami Rick Steiner. Au niveau du TV rating, on a 2.86. Voilà, ça aussi c'est pas mal de le noter. 2.86, c'est 2 151 000 viewers, beaucoup mieux que la semaine dernière, un petit peu moins que la semaine d'avant, et beaucoup moins bien que forcément la première semaine. Mais on reste sur des choses correctes, hein. 82, 81, 77, 81. J'espère qu'on passera les 80 pour le prochain pay-per-view. D'ailleurs, au niveau du schedule, est-ce que j'ai des absents? Oui, j'ai Rami CBI qui est absent. Et là, j'ai Katsushika Okada, qui est absent. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Rami CBI, euh, c'est la merde. C'est la merde. Il est à la AGPW. D'accord. Là, il y a problème. Là, il y a problème. On va croiser les doigts pour que Rami CBI soit présent sur le show. Hein, sinon, on fera le match de championnat intercontinental lors du prochain show. Je ne sais pas. Hein, à un moment donné, on se démerdera. Bref, on va trouver. C'est pas grave. On va croiser les doigts et on espère que ça va bien se passer. Nous sommes dans les backstage du dernier show de notre vidéo et bien sûr le troisième pay-per-view de l'année, à savoir Bash at the Beach. Vous le voyez, il y a bien sûr plein d'informations sur l'écran. D'abord, eh bien, des locker room incidents que l'on va traiter. Vous voyez aussi qu'on peut faire un petit speech pour essayer quand même de mettre les hommes dans de très bonnes conditions. Et puis vous voyez aussi, c'est la bonne nouvelle, Rami CBI, pardon, notre Sami Zayn à nous, n'a pas été employé là aujourd'hui par la IGPW. Donc du coup on l'a et on va pouvoir faire ce triple threat qui me tenait tant à cœur pour le titre intercontinental. Voilà, on fait un psycho-sermon et normalement ça met tout le monde dans un bon mood. Ils n'ont pas envie de faire une mauvaise performance. Très bien, c'est parfait, je suis très content de cette information. J'ai mis à jour les broadcasters, on s'en va tout de suite. Bien sûr, traiter des incidents impliquant Nick Jackson et Chris Benoit. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, Nick Jackson a été amené à la cour des catcheurs accusé d'avoir oublié de serrer la main à quelqu'un, prendre des paires de baffes. Le juge Chris Benoit l'a rendu coupable et sa sentence est de payer un coup à boire pour tout le monde après le show. Pourquoi pas? Voilà, magnifique, super. Il n'a pas amélioré son comportement, mais au moins l'incident est traité et on va pouvoir tranquillement partir direction le booking et puis on en parle bien sûr juste après. Ne bougez pas.
C'est parti pour AEW Bash at the Beach, le pay-per-view le plus chaud de l'année, troisième des 4 événements spéciaux de notre année, et on est bien évidemment devant une foule très importante, 12 804 personnes présentes au ID Taco Bell Arena. Je crois qu'on est dans le Nord-Ouest, une région où on travaille notre popularité. Tiens, on débute avec un match qui n'est pas forcément le match auquel on aurait pensé pour ouvrir les hostilités, une rivalité qu'on a très peu travaillé, mais qui me paraissait quand même logique de mettre en pay-per-view. Reign face à LAC, le visage actuel du championnat TBS face au premier visage de la division féminine de Rampage à l'époque où ce show était encore d'actualité. Reign face à LAC, c'est aussi un duel d'ex-meilleurs amis. Reign n'avait jamais eu son match revanche face à LAC lors de la perte de son titre TBS. Match pauvre sur le papier, mais ça fait quand même un 51 de rating avec des performances de 44 de Reign, 48 de Lacey, 8 minutes 39 de combat qui va se terminer via pinfall avec Lasix Reign. Et oui, Reign va battre Lacey, tomber 1-2-3 au centre du ring et devenir pour la deuxième fois championne TBS, donc championne secondaire chez les femmes dans notre All Elite Wrestling. Feel good moment pour Reign qui devient donc double championne TBS comme sa meilleure amie ou ex-meilleure amie avant elle. Nouveau règne donc de championnat TBS pour celle qui a été le premier visage de Rampage. Ensuite, on enchaîne avec quelque chose d'un peu plus sérieux. Doug Williams face à Samoa Joe, non pas dans un Iron Man match, mais plutôt dans un Last Man Standing match. C'était ce match-là dont je voulais parler, c'était ce match-là que je voulais promouvoir, et je sais pas pourquoi je vous ai parlé d'un Iron Man match lors du dernier show, complètement à côté de mes pompes. Bref, Last Man Standing match entre Doug Williams et Samoa Joe, Fantastic 8, grand catch, tu m'étonnes, 18 minutes 53 de combat, on a laissé du temps, et ce match va voir la victoire de Samoa Joe, bien sûr, face à Doug Williams, quand ce dernier ne pourra pas battre le compte de 10. Il faut imaginer que l'ami Samoa Joe a placé son Iceland Pile Driver en haut d'un échafaudage, voilà, un truc un peu impactant, un truc un peu épique dans l'idée. Performance de 68 de Doug Williams, 84 de Samoa Joe, qui bat donc Doug Williams, soit 77 de rating, victoire donc pour un babyface, la deuxième victoire d'un babyface en 2 matchs quand même. Derrière, retour de coupure publicitaire, on retrouve Travis Fimmel et Maryse dans les backstage. Et Travis Fimmel, il savait que la situation, bon, ça plaît pas à Maryse parce que voilà, elle est assez distante, elle vient pas, notamment dans les matchs maintenant qui impliquent Travis Fimmel et Mike Mizanin. Lorsqu'ils ont affronté les Steiner Brothers, Maryse n'était pas présente aux abords du ring, et Travis Fimmel, même s'il sait que pour Maryse c'est dur, il a besoin d'elle ce soir pour aller chercher des titres pareils, voilà, parce qu'il fait rien sans Maryse depuis des années maintenant, Travis Fimmel, donc il a besoin de Maryse, et Maryse, pas vraiment convaincue, lui dit qu'elle sera là. Mais voilà, on sent qu'elle est assez agacée de la situation. Mais Travis Fimmel, lui, il a le sourire quand il part voilà, de cette entrevue avec Maryse. Les deux sont pas dans le même mood, mais bon, petit segment quand même pour essayer d'apaiser les tensions, éventuellement, qu'il pourrait y avoir. Derrière, énorme match en plein milieu de la carte, j'ai mis ça en style de show et ça a super bien fonctionné. 83 de rating pour le match de championnat intercontinental qui voit Colt Cabana défendre face à Rami CBI, qui aurait dû remettre son titre en jeu initialement dans un match en bonne et due forme. Kevin Steen est intervenu, Kevin Steen il a eu un match de championnat parce qu'il a trouvé les bons mots et donc il est inclus à ce fameux match de championnat intercontinental, ce qui est quand même plutôt intéressant de ce fait, et quand même, parce que c'est quand même assez intéressant de le spécifier, et bien Kevin Steen, nouvel arrivant, nouvel opposant, va aller prendre le titre des mains de Colt Cabana. Et oui, en faisant tomber sur Rami CBI après un match avec une fantastique du grand catch. Kevin Steen, après moins d'un quart d'heure de combat, va faire son finisher, le Home Driver sur Rami CBI, son ex-partenaire et meilleur ami, pour subtiliser le titre intercontinental et devenir le nouveau champion intercontinental sans avoir fait le tomber sur Colt Cabana. Notez aussi, et je vous l'ai pas dit alors que je vais quand même vous parler des performances in-ring pures de Colt Cabana qui fait un 76, tout comme Kevin Steen, Rami CBI qui a fait un 78, meilleure performance du match. Je tiens à vous annoncer que je n'ai pas fait le match de championnat TNT. Pourquoi ? Parce que ça ne tenait pas sur ma carte et je me suis dit que je pouvais me le garder peut-être un petit peu plus tard pour l'épisode suivant. Voilà, c'est pour ça que vous n'aurez pas de match de championnat TNT. Katsushika Okada ne défendra pas sa ceinture ce soir face à Tyler Black.
Derrière, on retrouve Ren Amero qui est dans les backstage avec Ted DiBiase Jr. et le padré, le Million Dollar Man, Ted DiBiase Senior. Et Ted DiBiase Jr. se plaint à nouveau d'être pas vraiment respecté, pas être considéré, il a même pas sa place en pay-per-view alors que la dernière fois il avait ce championnat intercontinental dans les mains, hein. Bon, à un moment donné quand même. Bref, voilà. Ça se plaint beaucoup, passionnément, à la folie, et ça fait un segment à 70, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Les Gentlemen face aux Young Wolves. Voilà, c'est le match de championnat par équipe. Les Young Wolves face à à Bobby Roode, que dis-je, et Claudio Castagnoli. Match bon sur le papier, 79 de rating, on a laissé du temps, 16 minutes 26. Les performances sont bonnes, 70 de Bobby Roode, 73 de Claudio Castagnoli. Bon, Mike Mezzanine un peu à la traîne, 57. Travis Fimmel, 71. On repasse au-dessus des 70. 16 minutes 26 de combat. Qui va voir la victoire des Gentlemen? Et oui, quand l'ami Bobby Roode lui-même va faire le tomber sur Travis Fimmel via pinfall avec le Northern Lariat après la distraction de Maryse. Maryse, qui n'est pas forcément très à l'aise avec la situation, et le fait que Mike Mizanin ait réussi à se rapprocher de Travis Fimmel, alors que Travis Fimmel sait bien que Mike Mizanin lui a fait subir quand même des choses, pas forcément jojo, hein, pendant 2 semaines où elle l'a séquestré, eh bien n'accepte plus la situation. Pour le L, Travis Fimmel a choisi son camp, Mike Mizanin est sa priorité, plus elle, et elle coûte le titre, parce que Travis Fimmel était à 2 doigts de gagner, coûte le titre à son ex-compagnon désormais, et du même coup va faire un turn, hein, voilà, bien sûr, et le turn se passe très bien, parce que ça se passe très bien, voilà. Maryse est désormais heal, voilà. Voilà, c'est très bien, c'est magnifique, hein. Derrière, coupure publicitaire, on retrouve à l'issue de cette pub publicitaire, eh bien, Ren Amero dans les backstage, qui interviewe Chris Benoit, et elle demande Ren Amero si Chris Benoit n'est pas un peu intrigué, et surtout un peu soucieux de ce qui pourrait se passer dans le main event et possiblement des interventions. Et Chris Benoit nous explique que il pense pas véritablement qu'il y aura des interventions ce soir dans le main event parce que Kevin Nash a été pris dans son orgueil, a été touché dans son orgueil, touché dans son ego lorsqu'il a tapé sur sa soumission, et il aura à cœur, selon les dires de Chris Benoit, de battre Chris Benoit, de le battre au centre du ring sans intervention aucune. Donc Chris Benoit ne craint absolument pas les interventions potentielles de Claudio Castagnoli, de Tyler Black qui était off, ou même de Bobby Roode. Je pense que Kevin Nash va vouloir faire les choses par lui-même. La storyline avance, mais perd un peu de hit, parce que ça perd un peu de hit. Hein. Voilà, Rebecca Knox face à Jetta. Alors là, c'est quand même un match que j'ai mis en régular, et ça nous fait un énorme 72, avec des performances de 57 pour Rebecca Knox, de 73 pour Jetta. Match décent sur le papier. Jetta va défaire Rebecca Knox en 10 minutes 40 via pinfall avec le bridging Fisherman suplex. Vous allez me dire, jusque-là, c'est peut-être logique, Jetta est au-dessus de Rebecca Knox en termes de popularité, en termes de performance in-ring, mais attention, elle gagne après l'intervention de Sheamus et de Drew Galloway, qui est venu protéger, hein, s'immiscer dans les intérêts de Jetta. Et Jetta, grâce à cette intervention, parce que ouais, Rebecca Knox, elle avait le dessus, va gagner le titre féminin et va devenir pour la 3e fois championne du monde féminine. Jetta qui remporte le titre grâce à la complaisance de la UK Alliance. Oui, alors que Rebecca Knox est, on le rappelle aussi, britannique. Mais préférence pour Jetta. 72 de rating, Jetta nouvelle championne. Ah là là. Petit bikini contest avant le main event, George Frankenstein, Barbara Keenan, Brooke Adams. Pas vraiment de vainqueur, juste voilà, on met en avant les attributs et le public est content. Voilà. Le public est content, c'est très bien. Avant le main event qui nous fait un énorme 83, Kevin Nash face à Chris Benoit. Match avec une fantastique UI, du bon catch. Et oui, parce qu'il faut quand même le préciser. 83 de rating, des performances, notamment de 84 de Chris Benoit, 56 de Kevin Nash qui est toujours à la ramasse, 14 minutes 02 de combat. Victoire de Chris Benoit qui va défaire Kevin Nash via pinfall avec le diving headbutt. Après avoir fait taper Kevin Nash, quelques semaines plus tard, il lui fait le tomber au centre du ring après un diving headbutt complètement clean, et Chris Benoit remporte le championnat de la All Elite Wrestling et donc le nouveau champion de la EW. Fin de règne de Kevin Nash. Bah oui, fin de règne de Kevin Nash. 81, on améliore notre popularité dans les 12 régions où il est diffusé. Chris Benoit,
on va lui faire un hug, hein, bien sûr, parce qu'il faut quand même pas déconner. On va également, je pense, et c'est très important, féliciter Rami CBI de sa belle performance, parce qu'il a quand même fait une très belle performance. Et je veux aussi féliciter Samoa Joe, parce qu'il a fait une très bonne performance également. Et on va pouvoir faire les Smitch, voilà, il a paru content. Rami CBI aussi a paru content. Et Samoa Joe a paru également très content. Alors qu'on a de beaux profils d'Halloween, voilà, magnifique. Peinture orange sur la tréfigure, c'est très beau, c'est très original, bravo monsieur. Apparemment, un garçon qui était plutôt high flyer et adepte de la technique au sol. Voilà. Monsieur produit essentiellement au Mexique, le garçon. Bah oui, ça peut arriver aussi. Hein, voilà, à un moment donné, la lucha libre et tout ça. Hein, les ranas et. Oula. Ah oui, là c'est très très dur. Oh là, la New Japan. Oh là là, la New Japan. Oh la New Japan. Oh la New Japan. Ah la New Japan, ils sont partis, ils se sont dit allez hop. Si on pouvait proposer un petit peu des contrats à tout le monde, hein, bon, normalement, ça devrait être de la tournée. Oui, c'est de la tournée, bien sûr que c'est de la tournée. Donc Williams, c'est aussi de la tournée. Je pense pas qu'ils aient véritablement aspiration à prendre ces garçons-là en Rayton. Non, c'est vraiment de la tournée. Hein. Mec, bon, hein, à un moment donné, faut pas déconner. Bon, les gars, Rostinaris, il peut y aller parce que ça lui permettra éventuellement de progresser un petit peu. Bon, oui, de la tournée. On a aussi voilà, des informations comme quoi on finit des tournées avec notamment au Japon avec Naiki Naidart, Amazing Kong, Drew Galloway. Bon voilà, des positions booking qui sont aussi importantes, qui sont disponibles désormais. On a Bash at the Beach, on fait 3.46, on va aller voir ça. Bash at the Beach qui passe en above average, mais surtout c'est l'information importante et c'est aussi la raison du pourquoi Chris Benoit est devenu champion du monde, c'est que Kevin Nash a décidé de se barrer. Alors je n'ai pas vu l'information comme quoi il avait des moral issues, mais Kevin Nash, bah voilà, le mec il est very angry et il se barre dans 6 jours. Voilà, il est very angry, je ne sais pas pourquoi, il est il y a autant de moral issues, mais le garçon, voilà, veut se barrer, il n'y a plus rien à faire. Pourtant, il n'y a que du positif, hein. Et le dernier truc négatif, c'est datant de mars 2009 et de janvier 2009. Donc autant vous dire que ça fait un bail. Mais il a décidé de se barrer. Pourquoi, j'en sais rien. J'ai pas vu l'information et bah voilà, il se barre. Et donc c'est la raison du pourquoi et du comment Kevin Nash a perdu le titre parce que initialement, dans mes plans, Kevin Nash ne devait pas perdre la ceinture. Hein. Mais bon, écoutez, ça peut arriver. Peut-être qu'on arrivera à récupérer Kevin Nash plus tard. On va le laisser s'en aller et puis on va essayer de trouver une solution de rechange parce que c'est aussi ça le catch, hein, c'est parfois des imprévus. Donc on est lundi. Hein, lundi 1er septembre, on va pouvoir faire bien sûr un bilan financier. Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau du bilan financier? On a fait 111 000 de positifs. Voilà, ce qui veut dire que quand on fait 5 shows, bah, on fait du positif, beaucoup de positifs. Au niveau du ticket sales, 657 000 dollars de tickets vendus, forcément beaucoup plus que le mois dernier. Si on compare au mois de mai, on avait fait un pay-per-view, hein, donc 5 shows, puisqu'on va comparer à ce mois de mai, c'est un petit peu plus. Au niveau du TV Revenu également, alors que je viens de taper dans mon micro. Au niveau du sponsor, on a un peu plus. Au niveau du marchandise, on a vendu un peu plus. Les coûts de worker sont à peu près similaires par rapport au mois de mai. Le coût des shows a été un peu moins important. Le coût de marketing, c'est pareil. Le coût de marchandise, forcément un peu plus parce qu'on a un peu plus vendu. Le coût de production bah, est un petit peu moins important que ce qu'on avait pu faire au mois de mai. Au niveau du MISC, on s'est fait un peu assassiner et forcément on a payé des taxes parce qu'on a fait pas mal de positifs. Au niveau de la size, est-ce qu'on a fait un petit peu de progrès au niveau du track progress? Voilà, vous voyez, hein, et un petit peu comme c'est beau, ces notes qui finissent par devenir orange, même si du côté d'Hawaï on est toujours dans le rouge avec un 4, hein, mon dieu, quelle horreur. On a pris 2 points en termes de popularité dans les Grands Lacs ce mois-ci, 2 points également dans le Mid-Atlantique, 1 point dans le Mid-South, 1 point dans le Mid-West, 1 point du côté du New England, 1 point aussi en Northwest, 1 point dans le Southeast, 1 point dans le Southwest, un point également dans la Tri-State, on n'a pas bougé du côté de Puerto Rico, et du côté d'Hawaï, on a gagné un petit peu de popularité, 1 point de popularité. Ça reste correct. Au niveau des storylines, Chris Benoit contre Kevin Nash, écoutez, je pense qu'on peut finir cette storyline. Voilà. On fait 78, mais on peut terminer cette storyline. Made in UK, on fait 72. Samoa Joe passe au UK. Ça va encore continuer, je pense. Je vais me laisser une chance, pourquoi pas, de continuer le programme, de poursuivre le programme.
The Money Man, bon pour l'instant ça n'avance pas parce qu'il n'y a pas de plan. TNT Worldwide, alors je pourrais peut-être même l'enlever cette storyline, je sais pas pourquoi je la garde, ça fait des années qu'elle est là. TNT Worldwide on est à 78, et on attend bien sûr, vous le savez, ce match de championnat TNT que je n'ai pas pu caser parce que il y avait déjà trop de matchs, hein. Voilà, à un moment donné il faut pas déconner. TNT Worldwide, ce match de championnat Katsushika Okada, bien sûr Tyler Black que vous attendez tous. Au niveau du prestige des titres, on est à 85 pour le titre intercontinental. Titre intercontinental qui est censé être en dessous du titre TNT. Si vous comparez avec le titre TNT, c'est 70. Bon, voilà, hein, c'est pas le même prestige. Le titre féminin qui est à 68 se rapproche peut-être de quelque chose de plutôt intéressant. Voilà. D'ailleurs, il n'a jamais été aussi prestigieux, le titre. J'espère que ça va continuer. Le titre mondial est à 85. Voilà, détenu désormais par Chris Benoit. Le titre par équipe est également à 85, détenu toujours par Claudio Castagnoli et Bobby Roode, qui ont déjà 7 défenses de titre, voilà, qui sont les actuels champions, bien sûr, hein, faut pas déconner. Le titre TBS est à 48, voilà, et le titre TNT, vous l'avez vu, à 70. Bref, j'espère que cette vidéo, messieurs et dames, vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TUW. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.